Mesdames, Messieurs, chers membres et amis des clubs Agora, des directeurs de l'environnement de travail et de l'immobilier, bonsoir. Merci. Bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir à l'occasion de notre gala annuel dans ce superbe et prestigieux pavillon Gabriel. Je suis Lionel Cotin, le directeur de la rédaction d'A-News Workwell. On vous en reparlera un petit peu plus tard. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà à travers mes, déjà 22 ans de présence dans notre écosystème. Merci Pascal. Et puis les divers costumes, nœuds papillons, divers et variés, que j'ai pu étrenner au fil des années. Je vais avoir le plaisir d'être votre hôte ce soir, et je voudrais évidemment commencer en remerciant toute l'équipe d'organisation, en remerciant nos partenaires. C'est grâce à vous que nous pouvons tenir ce bel événement. Soyez-en très sincèrement remerciés. On peut les applaudir, toute l'équipe d'Orga et tous les partenaires. Merci beaucoup. Merci pour eux. Et puis comme ça permet aussi de se chauffer, parce que vous savez que souvent dans ces soirées, il faut beaucoup applaudir. Voilà. Donc, ce n'est que le début, je vous l'annonce. Et d'ailleurs, pour tout de suite mettre en pratique, je vous remercie d'accueillir comme il se doit le coprésident du groupe Agora Manager et la directrice du pôle immobilier environnement de travail de l'Agora, Mickaël Lejarre et Marie-Christine Le Guello. Voilà, merci. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Mickaël. À tous, merci d'être présents. Ben oui. Alors Mickaël, je vais démarrer avec toi. On a vu en introduction une vidéo de présentation du groupe Agora Manager. Encore merci à toi et à toutes les équipes d'organisation. Ça fait du bien de se retrouver après 2 années de visionnite aiguë, quand même. Et encore, je crois que la visionnite aiguë n'est pas encore totalement finie. Oui, alors... Ça fait 2 ans, on s'est retrouvés depuis quand même, parce que les clubs fonctionnent. Heureusement. Mais c'est vrai que pour le gala, c'était il y a 2 ans. Et on est très très heureux de vous retrouver ce soir. Alors moi juste, ça ne va pas durer très longtemps, ne vous inquiétez pas, mais bien évidemment, il y a des remerciements que je souhaiterais faire. D'abord, c'est les remerciements par rapport à nos partenaires. Je ne vais pas tous les citer, mais merci à l'ensemble des partenaires de soutenir le mouvement Agora. Il y a des partenaires qu'on retrouve, qui reviennent, et on est très contents. Et puis aussi, merci à nos partenaires médias. Je vais faire un petit clin d'œil, notamment à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Isabelle de Marnix, de Facilities, qui depuis 2005, Facilities a été là pour l'Agora. Et où Isabelle? Elle est là-bas, Isabelle. Coucou Isabelle. Et bravo à Isabelle, voilà. Et Facilities, ça fait partie des... Vous savez, c'est ces médias qui font preuve de fraternité, de solidarité. Avec Serge, qui n'est plus là malheureusement, mais Isabelle, elle sait tenir la barque aujourd'hui. Et vraiment, un grand merci, parce que là où on en est, c'est aussi grâce à Serge et à Isabelle. Fier. Merci. Et puis aussi, le groupe Agora Manager, on est très fiers et on les remercie d'être mécènes de GHW. Tout à l'heure, Gilbert Blaise fera un petit mot, son président. Je rappelle, c'est une association extraordinaire et on est mécène depuis 3 ans qui lutte contre la mort subite de l'adulte. Enfin, bien sûr, les remerciements, c'est l'ensemble de nos 40 collaborateurs qui ont tenu pendant 2 ans de Covid. On a su se transformer et transformer notamment les réunions des clubs, les événements, les galas, en mode digital. Et puis, il y a eu l'émergence du groupe Média, d'Agora Média, la deuxième entreprise, mon éditeur de presse avec 5 médias. Donc, merci aussi à eux, parce que c'est grâce à eux, là aussi, où on en est aujourd'hui. Enfin, un très grand merci à Lionel et Marie-Christine. J'adore le silence juste avant qui a fait monter le suspense. Oui, merci Mickaël. Non, mais un grand merci parce que on a une aventure ensemble dans cette... Une aventure à 3, vous remarquerez. Ça, normalement, c'est l'expérience client qui a ça. Je ne connaissais pas ça dans l'environnement de travail. Non, une aventure évidemment professionnelle, mais surtout avec un pari fou qui était de créer un 5e média qui s'appelle A-News Workwell. Donc Lionel a accepté
ce défi. Marie-Christine aussi, ils font un travail d'exception et exceptionnel dans des moments qui étaient compliqués, difficiles. Et vraiment, merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Enfin, évidemment, on en parlera tout à l'heure, on les fera venir sur scène, ils sont en loge actuellement. C'est aux 2 comités de pilotage de l'Agora, directeur immobilier et environnement de travail. Mais là, je vous laisserai le soin, Lionel et Marie-Christine, de les remercier. Concernant le groupe Agora Manager, vous savez, c'est un groupe média professionnel avec 2 entreprises. L'historique Agora Manager, qui a été créé en 2005 avec Sébastien Guénard et moi-même. Et puis Agora Média, éditeur de presse, ce qu'on appelle les pure players, c'est les nouvelles modes d'information par la web TV d'information professionnelle, qui a été créé donc, en 2019, je viens de le dire, avec 5 médias. Concernant le Agora Manager, je le rappelle, c'est 17 communautés, 17 clubs fonctions d'entreprises de plus de 500 salariés, 6 soirées de gala comme celle-ci, et puis on navigue autour à peu près de 2000 membres tout au long de l'année, avec une audience digitale de 10 000 décideurs métiers qui nous suivent. Je rappelle qu'on a maintenant, pour attirer la province, des décideurs métiers, et ils peuvent suivre les RITEX par l'intermédiaire de workshops, grâce à nos 3 plateaux télé qu'on a mis en place. 42 avenue de la Grande Armée, vous êtes tous le bienvenu. Venez au 42 avenue de la Grande Armée. Sur Agora Média, 5 médias professionnels. Il y en a un sur la sécurité, un sur la supply chain, un sur la mobilité, un autre sur l'expérience client et enfin un News Workwell sur l'environnement de travail. C'est 100 000 abonnés cumulés et ça monte encore en puissance. Pour terminer, Agora Manager, depuis son existence, et avec l'ensemble des collaborateurs, avec l'ensemble des comités de pilotage et des comités d'organisation, nous avons eu à cœur d'essayer de coller à des enjeux sociétaux et de coller à cette idée républicaine qu'est la fraternité. Et ensemble, avec les membres, les partenaires, les comités de pilotage et les collaborateurs et les collaboratrices qui nous entourent, on est arrivé à faire quelque chose et on va encore avancer là-dessus. Je vais prendre 3 exemples. Sur la sécurité, par exemple, nous travaillons étroitement avec le ministère de l'Intérieur et nous agissons et nous devenons vraiment influenceurs là-dessus par rapport à l'idée du continuum et nos problèmes de sécurité intérieure. Au niveau de la supply chain, nous travaillons avec beaucoup d'associations professionnelles, de syndicats, et on a à cœur de défendre l'emploi de demain sur ces métiers-là, ainsi que tout ce qui est écologique et environnemental. Sur la mobilité, par l'intermédiaire de son patron de rédaction, par exemple, Yves Guitta, on a à cœur de faire évoluer aussi, de donner de l'information, de contribuer avec l'ensemble des acteurs sur l'énergie verte. Alors évidemment, sur l'environnement de travail et l'immobilier, c'est un des objectifs. C'est de développer la transmission avec la jeunesse, la nouvelle génération qui va arriver. Tout à l'heure, je discutais avec l'Université de Marne-la-Vallée et à qui on attribuera à partir de septembre une carte de membre gratuite dans le cadre de l'Agora Directeur Environnement de Travail et Immobilier. Mais là aussi, c'est de développer cette transmission au niveau de la nouvelle génération qui va arriver et qui va prendre eux aussi le pouvoir avec des objectifs certains. En revanche, on travaille avec énormément d'associations professionnelles avec qui on a fait des pactes, justement dans cette idée de fraternité. On a à peu près 60 associations professionnelles sur toutes les communautés comprises, que ce soit sur la supply chain, la mobilité, l'expérience client, sur le digital, la cybersécurité, etc., et aussi au niveau des ministères. Depuis de nombreuses années, on avait mis en place avec l'ancien président Gilbert Blaise, président de l'ARCEG, une coopération entre l'ARCEG et l'Agora Directeur Environnement de Travail et l'Agora Directeur Immobilier. À ce soir, cette coopération est rompue malheureusement, et j'en suis très triste. Très triste. La porte sera toujours ouverte à l'ARCEG, toujours. En revanche, nous, l'Agora Directeur Environnement de Travail et l'Agora Directeur Immobilier, on va continuer notre chemin et on va essayer cette idée réelle, justement, de faire ensemble des choses entre les différentes fonctions, de transmettre au niveau de la nouvelle génération qui a besoin d'être informée
qui a besoin de mentors, et on fera tout notre possible pour transmettre cette idée, et cette idée républicaine qui est la fraternité. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci de votre attention et je laisse le soin à Lionel et Marie-Christine de poursuivre l'animation. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Mickaël Jarre. Et on n'oublie pas dans nos remerciements Sébastien Guénard et toutes les équipes d'Agora Manager qui travaillent inlassablement à faire que ce réseau grandisse, s'enrichisse en permanence. Alors je me tourne vers Marie-Christine, que j'ai l'habitude d'appeler MC, comme Maria Carré, pour la ressemblance qui saute aux yeux, comme vous pouvez le voir. Donc MC, on a un comité éditorial qui nous a aidés à préparer ce gala. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, s'il te plaît ? Tout à fait, Lionel. Notre comité éditorial est constitué, outre de nous deux et de Mickaël, des membres bénévoles de nos comités de pilotage, donc Agora Environnement de Travail et Agora Environnement de directeur immobilier. Et on va d'ailleurs leur demander de nous rejoindre sur scène. Alors, par ordre alphabétique, s'ils sont prêts sur scène, on va démarrer avec Corinne Aubert, Facility Manager d'Estée Lauder, Europe. Bonjour Corinne. Emmanuel Battista, chef du bureau de l'immobilier judiciaire parisien et de l'administration centrale, service immobilier du Palais de justice de Paris. Christine Bonjour Emmanuel. Bourgevin, Facility Sécurité et HSE Manager de Thales. Hugues Farjon, directeur immobilier services généraux et achats indirects de Rexel France. Allez-y, mettez-vous devant, avancez. Christophe voilà, Giral, directeur immobilier d'Euro Disney. Hop. Mettez-vous les uns à côté des autres. Allez. Véronique Leterrier, directeur d'administration générale Casden Banque Populaire. Freddy Pajot, responsable des opérations navigation sûreté bateau parisien Bateau-Bus. Philippe Ricci, directeur des projets de valorisation immobilière Voies navigables de France. On continue en vogue. Et enfin, Agyong Hule, directrice de l'immobilier France Galileo Global Éducation France. Et nous excusons Bernadette Ameille, de direction immobilier et achat de l'école supérieure de la banque. Pardon. Et Arnaud Alriquet, directeur environnement de travail, développement et opération de la SNCF, qui n'ont malheureusement pas pu se joindre à nous ce soir. Voilà, merci. Alors, merci à tous de votre présence, je m'avance un petit peu, et de votre implication bénévole. Bénévole, je le rappelle, mais vous confirmez ? Totalement bénévole, voilà, pour faire vivre nos clubs, rendre possible ce gala. J'aimerais entendre nos présidents, coprésidents, nous dire un mot. Alors pour le club environnement de travail, Véronique, vous devez avoir des micros, voilà. Véronique, un petit mot au nom du club Agora des directeurs de l'environnement de travail. Alors bonsoir à tous. Déjà en préambule, je voudrais que nous applaudissions l'Agora, Mickaël et toute son équipe, parce qu'ils œuvrent pour nous toute l'année. Donc je pense que c'est bien qu'on puisse les applaudir et les remercier du travail qu'ils font quotidiennement. Voilà, je vous avais dit, allez, mais oui, et c'est normal. Alors c'est vrai que l'Agora Environnement de Travail, c'est un domaine qui est extrêmement vaste, puisque en général, les personnes qui font partie de cette Agora ont un périmètre qui est très étendu. On peut faire de la sécurité, on peut faire de l'immobilier, on peut faire des moyens généraux. Donc voilà, je vous engage à devenir adhérent. Alors que faisons-nous ? Nous avons bien évidemment des dîners, 8 dîners par an, sous un format très sympathique. Et puis dans ces 8 dîners, nous prévoyons, parce que nous avons bien réfléchi il y a quelque temps sur un certain nombre de sujets, et on aimerait faire évoluer cet Agora Environnement de Travail, et notamment dans ces dîners, on aimerait qu'il ne soit plus aussi statique, et donc on aimerait faire des retours d'expérience. On a fait un essai il n'y a pas très longtemps qui a très bien fonctionné et je trouve que voilà, partager, faire des retours d'expérience, échanger, c'est l'essentiel dans notre métier. Ensuite, nous avons bien évidemment, on imagine faire des matinales. Alors des matinales, qu'est-ce que c'est ? On a un expert, on a un sujet. C'est vrai qu'on a beaucoup de sujets prégnants en ce moment. Eh bien, on aimerait avoir un expert, l'écouter et faire cette matinale avec l'ensemble des adhérents ou une partie des adhérents. Ensuite, on pense à faire des visites de sites, parce que
voilà, au niveau de l'environnement de travail, on est amené à pouvoir construire des bâtiments ou en tout cas à gérer ces bâtiments, que ce soit au niveau du mobilier, voilà, au niveau de différents sujets. Et donc, ça serait bien qu'on puisse faire un certain nombre de visites de bâtiments. Donc, si toutefois vous êtes, voilà, je fais appel à sujet. La bonne Donc, volonté. si des gens ont des nouveaux bâtiments, eh bien, rapprochez-vous de l'Agora et notamment de Marie-Christine pour que nous puissions les visiter. Par exemple, le tout nouveau siège social de Blablacar, Muriel. On sera très content de venir le voir. Ah oui, qu'il est beau. Oui, il est très beau ce nouveau siège. Alors, Muriel Havas qui est ici. On a également, bien évidemment, notre gala annuel, mais pas que. Je trouve qu'on a un métier qui est extrêmement riche, intéressant. Et je trouve que notre devoir en tant d'expert, c'est de transmettre. Donc, je sais qu'il y a Claudie Meyer qui est dans la salle, qui est de l'Université de Marne-la-Vallée, Gustave Eiffel. Et je trouve que voilà, c'est bien d'avoir un lien et un partenariat avec cette université. Pourquoi ? Parce que voilà, les jeunes vont prendre le relais et je trouve que c'est chouette qu'on ait un lien avec eux, que ce soit pour les stages, que ce soit pour les offres d'emploi. Que vous dire d'autre que c'est un métier. Il faut laisser la parole à notre ami Hugues aussi. Je termine juste en disant... Oui, j'ai l'oreillette qui chauffe là, hein. Attention. Je vous engage à venez adhérer. Et surtout, c'est un métier, voilà, on est des gens fiables, on est des experts, on aime notre métier, on aime partager, on aime échanger. Donc vraiment, venez nombreux pour qu'on ait encore plus de choses à faire ensemble et à réaliser ensemble. Voilà, merci beaucoup. Merci Véronique. Véronique Le Terrier. Et tu as une coprésidente qui est ici, Christine Burgevin. Voilà. Il faut quand même... Ah bah si, tu es coprésidente. Hugues, au nom du club des directeurs immobiliers, coprésidente. Anne, voilà. Un petit mot. En fait, tout pareil de ce qui va être dit. Simplement, on va basculer l'environnement de travail à l'environnement immobilier. Oui. Plus sérieusement, je pense qu'aujourd'hui, on sent toute la cohérence de mélanger l'environnement de travail et l'immobilier. Des gens font des bâtiments, des gens font des organisations. Tout ça ne peut pas être dissocié. On a fait un calcul rapide. Ce soir, dans la salle, il y a à peu près 170 millions de mètres carrés exploités, loués ou en propriété. Donc ça fait un peu de business pour nos partenaires. Merci à eux. Calculez vite. Hein. Ouais, ça fait 70 millions. C'est assez important. Et puis enfin, donc aujourd'hui, l'Agora, une centaine de membres, donc directeurs immobiliers. On se réunit, on échange. On pense que les mois qui viennent vont être un tout petit peu plus compliqués que ceux qui viennent de passer. Donc je pense qu'on a plutôt tout intérêt à se réunir, à échanger. Et si on sort un peu plus malin d'une soirée, je pense qu'on aura rempli l'objectif. Voilà, merci. Super. Merci beaucoup, Hugues. Et merci à tous. On peut les applaudir. Et vous pouvez rejoindre, messieurs, dames, vous pouvez rejoindre vos places. Merci pour le travail que vous avez fait et que vous fournissez tout au long de l'année. Alors, Marie-Christine, on va maintenant visionner une courte vidéo. De quoi s'agit-il ? On ne t'entend plus. Alors. Allô, allô ? Oui. C'est bon. Il s'agit donc d'une vidéo qui présente A News Workwell, le nouveau média des modes et lieux de travail. Et je vous propose de regarder la vidéo et nous aurons quelques explications après. C'est parti. Parfait, ben voilà, jolie petite vidéo. Il y avait déjà pas mal cette vidéo. Bah oui.
Il y a déjà pas mal d'infos dans cette vidéo, Marie-Christine. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce média, dont je rappelle que tu es donc la directrice de la pub, en plus de ta casquette de directrice du pôle immobilier environnement de travail. C'est ça. Et on peut rajouter, comme le disait Michael tout à l'heure, qu'Agnus Workwell est la 5e web télé d'Agora Média, éditeur de presse, et que sa création s'inscrit dans une logique de délivrer une information fiable et incontournable des avancées, des projets, des solutions, des métiers de vos écosystèmes. C'est ça, la chaîne a été créée il y a 6 mois, à peine, c'est tout nouveau. C'est ça. On produit pas mal de choses, de contenu, newsletters quotidiennes, des JT, 2 JT par mois, tout un ensemble d'émissions, interviews, tables rondes, reportages, réglementations juridiques, vous avez vu tout ça dans la vidéo. Alors la cible est très large, on touche aujourd'hui près de 8000 abonnés. Alors ce qui me frappe, c'est qu'on a essentiellement des directeurs immobiliers et des directeurs environnement de travail, évidemment, mais plein de fonctions connectés et connexes, voilà, susceptibles d'être intéressés. J'ai repéré notamment beaucoup de DRH, entre 600 et 700 DRH quand même dans la base, des responsables HSE aussi, en grand nombre, et surprenant, des directions achats aussi. On a environ 700 directions achats, et puis quelques DAF. Tout à fait. Alors, pour compléter les chiffres que tu donnes, donc Agnus Workwell s'appuie sur une newsletter quotidienne qui est envoyée donc à plus de 8000 abonnés, ce qui représente 700 à 800 vues de professionnels très qualifiés par newsletter. Et sur la chaîne télé, 3200 visiteurs par mois et une moyenne de 5000 pages vues par mois sur le site, et seulement après 6 mois d'existence, ce qui est très prometteur. Et pour finir, on a un top 3 de nos émissions. Ah oui, c'est quoi ? C'est l'émission Parcours, l'émission Droit devant, donc l'émission de règles, voilà, de veille réglementaire, et les JT en 3e position, quand même. Les JT, ils ne sont pas premiers. Très bien. Merci Marie-Christine. Alors j'en profite pour lancer un appel à tous les directeurs immobiliers, directeurs de l'environnement de travail, fonctions associées. Je vous rappelle que la rédaction d'Agnus Workwell vous est évidemment grande ouverte pour réaliser des reportages, par exemple, sous forme de visite de site. On vous donne également la parole sous forme d'interview pour raconter votre parcours, pour apporter votre expertise lors de nos tables rondes. N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Et moi, j'ajouterais donc que cette chaîne est entièrement gratuite et accessible à tous. Nous avons besoin évidemment de vous pour l'aider à la faire vivre et à la faire grandir. Donc en dehors des émissions purement éditoriales, nous proposons une palette d'offres et de services qui permettent à vos marques de se positionner en tant qu'experts, de mettre en valeur vos savoir-faire, d'asseoir votre notoriété via des formats innovants, des podcasts, des émissions dédiées ou des reportages. Donc, nous vous aidons également à générer des leads grâce à nos offres Figital. Bref, si vous avez des projets et que vous souhaitez utiliser Agnus Workwell comme vecteur de votre communication annuelle, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Et je serai ravie de vous recevoir dans nos locaux 42 avenue de la Grande Armée pour vous faire visiter nos studios télé professionnels. Ouais, et ils sont très sympas, ces studios, et idéalement situés juste derrière l'Arc de Triomphe. Donc n'hésitez pas. Voilà, dernière petite chose, inscrivez-vous à nos newsletters pour avoir en avant-première évidemment les émissions à suivre, les actus, etc. Pour vous inscrire, rien de plus simple, www.agnus-workwell.com. En haut à gauche de la page d'accueil, eh bien, vous avez inscription du newsletter, un pseudo, un mot de passe à entrer et le tour est joué. Voilà. Il est l'heure de refermer cette page à Agnus Workwell. Merci Marie-Christine. Je vais te laisser rejoindre ta place maintenant. Voilà, on peut applaudir Marie-Christine. Merci beaucoup. Et je vais maintenant demander à Gilbert Blaise, le président de l'association Global Heart Watch GHW, de bien vouloir me rejoindre sur scène. Il vient de tout au fond là-bas. On l'accompagne avec un petit jingle. Allez. Bonsoir Gilbert. Salut cher ami. Merci de ta présence. Alors Gilbert, je rappelle quand même que tu as une longue, ça ne se voit pas, mais une longue carrière derrière toi, donc 25 ans à la direction d'entreprises de FM, 13 ans je crois à la SNCF où tu as créé la direction de l'environnement de travail, si je ne me trompe pas, c'est ça ?
et lancé l'un des plus gros projets, sinon le plus gros projet de FM français, hein, c'est ça, un petit milliard et quelques. Et puis, ce soir, on va parler de GHW parce que tu as créé, donc, avec Tina, ta femme, il y a 9 ans, GHW, donc cette association, à la suite du décès brutal de votre fils, Pierre, 31 ans, hein, à la suite d'un accident cardiaque soudain survenu lors d'une course à pied en faveur d'une œuvre caritative. Vous avez décidé de vous engager pour sauver plus de vies grâce aux gestes qui sauvent, grâce aux défibrillateurs, au soutien à la recherche, et aussi vous avez souhaité mieux accompagner les familles qui sont souvent désemparées quand ça leur arrive, laissées un peu à elles-mêmes. Alors quels sont les résultats et puis surtout comment est-ce qu'on peut vous aider? Merci. Alors, je vais répondre à toutes ces questions. Donc, je suis là ce soir pour vous annoncer en fait une très très bonne nouvelle. C'est la fierté de notre écosystème en fait. 12 personnes ont été déclarées sauvées après avoir fait un malaise cardiaque. Des témoins étaient présents dans les 12 cas, des témoins qui, entre-temps, grâce à notre intervention, ont su alerter, ont su faire le massage et ont su utiliser le défibrillateur. On retrouve des enfants dans le milieu scolaire et le milieu sportif, on retrouve des salariés sur le lieu de travail et on retrouve des personnes à domicile. Donc cette association étant soutenue par beaucoup de personnes ici présentes, je trouve que c'est une fierté de notre écosystème d'avoir pu faire ce genre de choses en si peu de temps. Je tiens à remercier des pionniers qui sont dans cette salle. C'est Thierry Griot, patron de LBC. C'est Pascal Fenas d'Insitu. C'est Jérôme Jaman de Demax. C'est la société Enerlis. 2 personnes qui ont toujours œuvré pour nous. Isabelle de Marnix dans le guide Facilitis. Merci Isabelle. C'est Alain Boisson dans Office Culture depuis le départ. Nous sommes dans cette revue. Je tiens à remercier évidemment Christophe Giral de Disney qui nous a accueillis je ne sais combien de fois pour faire des soirées mémorables avec nos mécènes et Michael bien évidemment et bien d'autres. Voilà ce que je voulais dire. Je vais compléter par 2 choses. Nos objectifs, il y a 10 ans, c'était de former 100 000 personnes pour augmenter le taux de survie en fait. Passer de 3% de taux de survie à 7 à 10%. En 9 ans après, on est à 86 000 personnes. C'est pas mal. Ouais, bravo. Tout ça bénévolement, je précise. Nous voulions aider la recherche cardiaque parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a 50 000 décès par an et une augmentation des décès, une féminisation des décès et un rajeunissement aussi des décès. On avait prévu 1 million d'euros à la recherche cardiaque. Nous sommes aujourd'hui à 820 000 euros. On a remis aujourd'hui 190 000 euros à la recherche. Bravo. On s'était fixé un objectif, c'est de créer des centres d'accueil des familles impactées par la mort subite. On en a créé un à Paris dans le 16e arrondissement et le 2e, nous venons d'acheter les locaux à Sophia Antipolis, proche des biotech et proche des recherches d'intelligence artificielle qui travaillent beaucoup sur des projets sur le cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Et pour terminer, on a déposé une marque qui s'appelle Territoire remarquable en gestes qui sauvent. Une entreprise, c'est un territoire remarquable en gestes qui sauvent. Ça peut le devenir. Et un territoire géographique, avec Christophe Giral, Marne-la-Vallée, territoire remarquable en gestes qui sauvent. Et je terminerai en vous disant que j'espère que parmi vous, certains vont décider de rejoindre le cercle GHW, qui compte déjà environ 100 entreprises. Il y en a une bonne quinzaine ici. Dans les sacs qui sont à l'accueil, on vous propose d'y retrouver un certain nombre d'informations pédagogiques et des contacts. Et vous pouvez me joindre directement. Je vous expliquerai comment devenir mécène de l'association. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gilbert. Voilà, merci et bravo à toi, à Tina, ainsi qu'à tous les bénévoles et mécènes qui rendent ce beau projet possible. Il est l'heure de passer à notre table ronde, une table ronde, vous le savez, qui sera consacrée aux grands sujets d'actualité. Est-ce que les transformations actuelles de nos modes d'organisation du travail modifient radicalement notre rapport
au travail et au lieu de travail. Nous tenterons notamment de comprendre si et en quoi l'irruption de ce fameux travail hybride modifie ce rapport, quelles conséquences cela peut avoir pour les directions de l'immobilier et de l'environnement de travail. Et pour en discuter, je vais demander à nos intervenants de bien vouloir me rejoindre sur scène. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Julia De Funès, Philippe Amiotte et Luc Ferry. Voilà, Julia au milieu et allez, Luc au bout. Voilà, parfait. Très bien, tenez, chacun un micro. Luc, vous avez un micro ici aussi si vous le souhaitez. Bonsoir à vous, bienvenue. Voilà, merci de nous avoir fait l'amitié et d'accepter notre invitation. Nous en sommes évidemment très honorés. Alors Julia De Funès, vous êtes auteur, philosophe, vous aimez observer le fonctionnement de nos entreprises, relever certaines absurdités et déconstruire certaines idées reçues. Alors vous êtes notamment l'auteur de Socrate au pays des process, du best-seller La comédie inhumaine avec Nicolas Bouzou, ou encore de développement impersonnel. J'ai bien retenu la leçon, on en reparlera. Le succès d'une imposture, ça c'était en 2019. Merci beaucoup de votre présence. À vos côtés, je suis ravi d'accueillir Luc Ferry. Bonsoir. Merci également de votre présence, Luc. Vous êtes philosophe, écrivain, ancien ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche. On vous suit avec délectation dans vos débats vivants et animés avec Danny Cohn-Bendit sur LCI. Vous avez reçu le prix Médicis pour votre essai. Le nouvel ordre écologique, c'était en 1992, rendez-vous compte, et vous avez publié plus récemment un dictionnaire amoureux de la philosophie, et l'année dernière, les 7 écologies pour une alternative au catastrophisme anti-moderne. Merci de votre présence. Enfin, je suis également très heureux d'accueillir Philippe Amiotte, le directeur immobilier et de l'environnement de travail de Danone, directeur de l'immobilier de l'année en titre. Pour 2 jours encore. Pour encore 2 jours, non, néanmoins la couronne est encore sur ta tête. Voilà, le fameux, bienvenue. Alors le fameux travail hybride, cette alternance entre jours de travail sur site, jours à distance, chez soi, le plus souvent en France, c'est comme ça que ça se passe. J'imagine que c'est un sujet de préoccupation très actuel pour le directeur de l'immobilier de l'année que tu es. Est-ce que je me trompe? C'est un des sujets d'actualité. Il y en a beaucoup d'autres, mais effectivement, c'est un des sujets. Vous réfléchissez prégnants du moment. En ce moment, vous réfléchissez sur le sujet? C'est d'actualité quand même. Oui, je confirme. Ouais. Vous n'êtes pas présent ce soir peut-être, Ouais. Lionel? On va en parler. On va en parler. Ok, très bien. Merci beaucoup, Philippe. Et je peux être un peu philosophe parfois aussi. Ça peut m'arriver. Ça marche. Allez, je vais donc vous interroger sur l'évolution de notre rapport au travail et au lieu de travail dans un contexte où, en sortie de cette pandémie, se développe la pratique du télétravail. Alors, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle, quand même, le télétravail, mais qui prend une nouvelle ampleur. Toutes les études récentes démontrent qu'une large majorité de salariés est en faveur d'une alternance présentielle-distancielle entre 2 et 3 jours par semaine. Vous me confirmerez, tu me confirmeras. Le sujet soulève plusieurs débats. Beaucoup de DRH et de managers alertent sur les risques que cela fait peser sur le collectif de travail, sur le lien et l'engagement vis-à-vis de l'entreprise. Certains pointent du doigt les inégalités nouvelles que cela crée. Récemment, c'était Elon Musk qui nous faisait une de ses sorties dont il a le secret en fustigeant, je cite, ceux qui font semblant de travailler de chez eux et en les considérant comme démissionnaires s'ils continuent, donnant par la même occasion un bel exemple de dialogue social. Enfin, nous sommes nombreux à nous demander ce que vont devenir nos lieux de travail hybrides et flexibles et ce que vont devenir les directeurs de l'immobilier et de l'environnement de travail. Alors pour démarrer, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est de vous entendre sur les tendances de fond, ce qui sous-tend ces évolutions. Toutes les études ces 5 à 10 dernières années montrent que les Français sont en quête de plus de sens dans leur travail, de plus d'autonomie, de plus d'équilibre entre les temps de vie. On veut moins tout sacrifier au travail. Luc Ferry, comment est-ce que vous expliquez cette recherche de sens et de mieux vivre? Ça marche en plus. J'aurais préféré que Julia commence. Oh non, vas-y. Bon. En fait, je vais vous parler de quelque chose qui en apparence n'a rien à voir et qui en vérité a tout à voir.
les deux grandes religions se sont effondrées en Europe et ça modifie paradoxalement notre rapport au travail. Quand je dis les deux grandes religions, je parle du communisme et du catholicisme. Je vous donne les chiffres parce qu'ils sont fascinants et je vous montre après l'impact que ça a sur le travail, mais très rapidement. En 1950-60 encore, le communisme monte en France jusqu'à 30% de l'électorat. Aujourd'hui, il est à 2%. Le catholicisme, en 1950, 95% des Français sont baptisés. Ça veut dire les communistes aussi, en grande partie. On ne sait jamais, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, Luc, est-ce que je peux vous demander de rapprocher un petit peu le Non. micro? Mais vous pouvez le demander, mais je ne le ferai pas. Sinon, ça l'arsène beaucoup. Non, mais vous m'entendez quand même. Oui, mais ça l'arsène beaucoup dans la salle. Non, ça fait trop de bruit après. Arrêtez. Bon, très bien. Il veut qu'il arrête de m'embêter. Donc, oui, j'arrête. Déjà qu'il m'a dit que ma veste était trop serrée. Non, on se taquine depuis une demi-heure. Écoutez, non, parce que... Alors, je reprends le film et c'est compliqué maintenant. 95% des Français étaient baptisés en 1950, ils sont 30% aujourd'hui. Il y avait 45 000 prêtres en France en 1950, ils sont 5 000 aujourd'hui. Quel rapport avec le changement du travail ? Nous vivions pendant des siècles et des siècles dans l'idée du bonheur différé. C'est ça le rapport. Le bonheur, c'était pour les enfants après la classe, le dimanche, ou après la classe pendant les vacances. Pour les salariés, c'était après la retraite ou pendant les vacances. Pour les communistes, c'était après la Révolution. Pour les catholiques, c'était après la mort, au paradis. Nous étions dans la logique du bonheur différé. L'effondrement des deux grandes religions, vous le voyez dans la psychologie positive, dans les théories du développement personnel aujourd'hui, Christophe André, Frédéric Lenoir par exemple. Aujourd'hui, nous sommes dans le bonheur ici et maintenant. 38 millions d'Américains ont quitté leur job en 2021. À cause, après la pandémie, parce qu'ils avaient réfléchi et qu'ils se disaient « mais je ne veux pas gagner ma vie et je ne veux pas perdre ma vie pour la gagner ». Et donc on a là un changement du rapport au travail qui est lié à cette idée qu'on passe du bonheur différé au bonheur ici et maintenant, qu'on n'a qu'une seule vie, on ne croit plus à la résurrection de Lazare, et que du coup c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on soit heureux. Et ça suppose, je termine avec ça, que le rapport au travail a des exigences nouvelles, notamment chez les jeunes diplômés. Ce n'est pas tellement la quantité de travail, ils veulent bien travailler 45 heures plutôt que 35, mais il faut qu'il y ait des aménagements d'horaire, il faut que le travail soit utile, il faut faire de l'écologie, il faut que ça ait du sens, il faut la qualité au travail. Et par exemple, il y a 100 000 aujourd'hui, 100 000 postes qui manquent dans l'hôtellerie et dans la restauration. J'ai beaucoup d'amis qui travaillent là-dedans. J'ai 2 amis qui dirigent à Paris des grandes brasseries et qui me disent on n'arrive pas à trouver du monde parce que, par exemple, entre 15h et 18h, les gars n'ont rien à faire. C'est trop court pour qu'ils rentrent chez eux et ils n'en peuvent plus d'avoir en vérité des journées qui sont plombées par cette inutilité de leur temps perdu, si je puis dire. Voilà, donc il faut relier vraiment les évolutions du rapport au travail avec cet effondrement des grandes religions, avec cette idée, encore une fois, qu'on passe du bonheur différé au bonheur ici et maintenant. Ça change tout. Et cette évolution, comment on l'explique ? En préparant, vous parliez d'innovation. Qu'est-ce que l'innovation, quel rôle elle a joué ? Alors, ce qui s'est passé, comment expliquer qu'entre 1950 et aujourd'hui, c'est-à-dire en un peu plus d'un demi-siècle, le communisme se soit effondré, le catholicisme se soit effondré. 95% des Français étaient catholiques, ils sont 40% aujourd'hui. À se dire catholiques, les autres religions sont évidemment... Enfin, je ne parle pas de l'islam, je parle des religions d'Europe sont infiniment moins importantes dans l'histoire de l'Europe. Comment l'expliquer ? Ce n'est pas mon camarade Danny Cohn-Bendit qui a détruit la morale bourgeoise. Voilà. C'est une grande erreur. En vérité, Schumpeter a raison. Schumpeter est génial, le plus grand économiste du XXe siècle. Et ce qu'explique Schumpeter, c'est que le capitalisme repose sur une logique qui est celle de l'innovation et par conséquent de la déconstruction des traditions. Quand on innove, on rompt avec les traditions. Au fond, ce qu'il montre très bien, il y a notamment une analyse géniale de l'art contemporain. Il montre que l'art contemporain est la superstructure du capitalisme et que l'art contemporain ne fait que mettre en scène l'innovation et la rupture avec la tradition. Et donc ce qu'on a vécu, c'est un capitalisme qui a rompu en permanence avec les traditions. Pourquoi ? Parce que ce que montre Schumpeter de manière géniale, c'est que ce qui nous oblige à acheter, c'est l'innovation. L'innovation nous oblige à acheter, soit qu'elle nous tente avec des objets nouveaux, soit qu'elle rende les objets anciens obsolètes.
Au fond, Keynes a raison sur un point, il faut qu'il y ait de l'argent dans l'économie, il faut quand même de la relance par la consommation. Ah bah oui. S'il n'y a pas d'argent dans l'économie, les carnets de commandes des entreprises ne se remplissent pas, etc. Donc il y a un moment keynésien dans le capitalisme qu'on ne peut pas le contester. Mais une fois qu'on a épuisé les joies du keynésianisme, une fois qu'on a passé le SMIC aussi loin qu'on peut le pousser, enfin si vous le mettez à 3 000 €, vous avez 2 millions d'entreprises qui font faillite. Donc il y a un moment où les joies du keynésianisme s'arrêtent. J'ai eu ce débat avec Mélenchon, c'était assez amusant, parce que je lui disais, et pourquoi tu ne passes pas le SMIC à 5 000 €? Parce que sinon, on a là, pour le coup 3 millions d'entreprises qui font faillite. Bon. Et donc il y a un moment où les joies du keynésianisme s'arrêtent, mais qu'est-ce qui prend le relais? C'est Schumpeter, c'est-à-dire l'idée qu'encore une fois, l'innovation nous oblige à acheter. Moi, j'ai une 4 chevaux Renault des années 40. Bon, c'est une petite voiture qui est mimi comme tout, je l'adore, mais c'est inutilisable. Enfin, je l'utilise juste pour m'amuser. Elle appartenait à mon père. Bon, mais c'est une voiture qui est inutilisable. Les portes sont des portes suicides, ça s'ouvre à l'envers. À 80 km/h, on a l'impression d'être dans une cocotte minute qui va exploser. Donc, les objets nouveaux, les voitures nouvelles, rendent les voitures anciennes évidemment obsolètes, sauf quand elles deviennent voitures de collection, c'est-à-dire des œuvres d'art d'une certaine manière. Mais voilà, donc la logique de la déconstruction des grands récits, et donc du passage du bonheur différé au bonheur immédiat. Vous avez un conte de fées qui dit ça de manière géniale, surtout dans sa version anglaise. C'est tout simplement le conte de fées des 3 petits cochons. Le premier petit cochon vit dans le bonheur immédiat. Il en crève. Le deuxième, un peu plus adulte. Il passe du principe de plaisir au principe de réalité. Le troisième, il est dans le bonheur différé, dans l'idée qu'il faut travailler et prendre du temps pour assurer son bonheur, mais après, pas immédiatement. Et donc nous revenons, avec la psychologie positive, si j'ose dire, nous revenons au premier petit cochon. Belle image. Je ne pensais pas qu'on avait parlé des 3 petits cochons, pour être honnête, non, moi non ce plus, soir, mais ça nous ramène, voilà, ça nous ramène en enfance. Merci. Julia de Fudès, quelle lecture est-ce que vous faites, vous, de cette recherche de sens, de bien-être, dans laquelle se sont engouffrés tout un tas de coachs en tout genre, et je sais que vous adorez le développement personnel. Vous dites d'ailleurs le coaching est à la psychanalyse ce que l'homéopathie est à la médecine. Vous êtes dur avec les coachs. Ne m'étiquetez pas tout de suite. Ouais. Non, mais il y a plein de choses dans votre question. Il y a le sens, il y a le bien-être et il y a le développement personnel. Non. Sur le sens, je trouve que c'était très présent avant la crise Covid. Il y avait énormément de demandes de sens, comment retrouver du sens, etc. Mais la crise Covid a amplifié le phénomène parce qu'on s'est quand même, pour la plupart, demandé à quoi on sert, puisque finalement, il n'y a que les métiers dits de première ligne qui étaient vraiment immédiatement nécessaire à la survie de la population. Donc ça a augmenté la question sur le sens. Mais cette crise, bien sûr, Luc l'a évidemment expliqué dans différents ouvrages, il y a l'effondrement progressif des grandes transcendances qui fait que l'individu se retrouve seul face à lui-même, face au vertige du soi toi-même, réussis ta vie, trouve un sens à ton existence, d'où l'engouement pour le développement personnel, les béquilles existentielles, les kits comportementaux en tout genre. On comprend très bien la demande, puisqu'effectivement c'est lié à cet effondrement, mais ce que je critique, c'est l'offre qui est évidemment très contestable. Donc il y a cette première explication, bien sûr. Il y a aussi la technicisation accrue des tâches qui fait que maintenant, pour résister sur le marché économique, les entreprises sont obligées de se moderniser, de se techniciser. Dans toutes les entreprises, maintenant, on embauche des data scientists, etc. Mais la technique, c'est exactement l'inverse du sens. La technique, c'est le moyen de faire quelque chose et le sens, c'est la finalité. Donc plus les métiers se technicisent, se modernisent par nécessité économique, concurrentielle, plus vite ils se définalisent. Et j'en veux pour preuve que si vous demandez aux gens ce qu'ils font aujourd'hui, on ne comprend quasiment plus rien à ce que les gens font, parce que les intitulés sont devenus très techniques. Je raconte cette anecdote. Un jour, je fais un tour de table et quelqu'un me dit « Bonjour, je m'appelle Gérard, je suis coordinateur de flux ». Qu'est-ce que vous voulez? Impossible de savoir que les flux sont partout, humains, logistiques, financiers. Et il me précise juste, pour vraiment bien me guider, de flux transverses. Alors là, j'étais évidemment, c'est plus précis, évidemment de plus en plus technique. Mais il y en aurait 1000. Ce que je veux dire, c'est que les tâches deviennent tellement techniques qu'on ne comprend absolument plus rien. Et donc, il y a une nécessité humaine à se dire, mais à quoi je sers? Je sais que je suis un maillon essentiel, en tout cas un maillon important dans l'organisation générale, mais je ne vois plus le résultat tangible de ce que je fais. C'est ce qu'on appelle le brown-out maintenant, la crise de sens. Et ça explique un phénomène qui n'est plus du tout un épiphénomène, où beaucoup de gens quittent tout alors qu'ils ont des belles formations,
création, des belles rémunérations, des belles entreprises, etc. Et c'est toujours pour la même chose quasiment, soit un métier manuel, soit un métier relationnel, où il y a de la matière concrète ou de la matière humaine et où on voit l'impact de ce qu'on est en train d'entreprendre. Donc voilà, effondrement Vous dénoncez aussi les progressif. les procédures. Ah, c'est autre chose, mais vous me mettez tout dans une question. Ouais, carrément. Alors, oui. donc voilà, donc technicisation, effondrement des transcendances, et on assiste très clairement surtout depuis la période Covid, à un changement de paradigme sur le sens du travail. Je vais raisonner en termes générationnels, ce qui n'est jamais juste, évidemment, vous pourriez me trouver plein de contre-exemples, mais néanmoins, il y a quelques temps, j'étais dans une entreprise et un des managers me dit, dans mon équipe, j'ai un type de 50 ans, ça fait 25 ans qu'il travaille dans l'organisation. Son travail, c'est sa carrière, c'est son identité sociale. Dans la même équipe, me dit le manager, j'ai un garçon de 25 ans qui me dit, moi, je travaille 2 ans et dans 2 ans, je fais le tour du monde avec ma copine. C'est exactement le bonheur immédiat dont parlait Luc. Dans le premier cas, le travail est encore considéré comme une finalité en tant que telle. Pour ma génération, j'ai 43 ans et les précédentes, le travail était une grande justification de l'existence. Dans le deuxième cas, le travail est un moyen pour s'épanouir dans l'existence. Mais qui est-ce qui donne le plus de sens à son travail? D'une certaine façon, c'est le deuxième. Et aujourd'hui, parce que travailler pour travailler n'a aucun sens. Si notre travail a du sens, c'est qu'il répond à autre chose que lui-même. Gagner de l'argent. Nous, on ne cherchait pas du sens, on cherchait moins de sens. Mais le travail était considéré déjà comme une finalité, comme le gage de la réussite. Et là, la réussite s'est déplacée. Et donc le travail retrouve du sens aujourd'hui s'il concède à n'être qu'un moyen au service d'autre chose que lui-même. Gagner de l'argent, être fier d'appartenir à une entreprise, rencontrer des collègues sympas, peu importe, mais c'est toujours quelque chose d'autre que le travail qui justifie le travail. Et pour l'entreprise, on assiste exactement au même changement de paradigme. Si l'entreprise hier, Danone, TF1, Air France, que vous voulez, pouvait faire sens en tant que telle, étaient des réelles finalités, aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai. Elles ont toutes des problèmes de recrutement, peut-être pas Danone, mais en tout cas des problèmes d'attractivité et de recrutement, parce qu'elles ne représentent plus des finalités en tant que telles. Et là encore, pour que l'entreprise, je trouve, aujourd'hui refasse sens, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'une cause plus grande qu'elle-même. C'est la raison d'être, c'est les entreprises à mission, c'est la loi Pacte, etc. Mais aujourd'hui, une entreprise qui n'adosse pas à son profit un projet, une raison d'être, environnementale, sociale, sociétale, humanitaire, peu importe, elle perd tout son sens et elle a d'énormes problèmes d'attractivité. Je le concède, il y a 4-5 ans, je regardais avec un peu de perplexité et de cynisme ces raisons d'être et ces entreprises en mission en me disant franchement, le sens d'une entreprise, c'est autre chose. C'est une énorme erreur de raisonner aujourd'hui encore comme je raisonnais il y a 4-5 ans, parce que notamment pour les plus jeunes générations, c'est un impératif maintenant d'avoir une raison d'être très forte. Et une raison d'être, c'est pas un paragraphe incompréhensible, parce que souvent je vois des entreprises travailler sur la raison d'être qui font travailler les RH pendant des mois en se disant quel grand beau mot on va bien pouvoir mettre, mais en général c'est 3 mots. Quand Elon Musk dit, vous l'avez cité, on va coloniser Mars, c'est 2 mots, mais ça fait drimer tous les ingénieurs de la Silicon Valley ou presque. Donc ça, c'était sur le sens. Mais il y a tellement de choses dans votre question que je ne veux pas monopoliser la parole non plus. Mais le bien-être, c'est autre chose. Ça, je trouve que... Ouais. Oui. Non, bah oui, mais si vous me lancez, je ne peux pas m'arrêter. J'aimerais bien vous entendre sur le bien-être, sur les coachs, sur non, mais le Covid a eu du bon, c'est qu'on s'est penché sur le... Ce que je voulais dire, juste sur le sens, c'est que ce soit pour le travail ou pour l'entreprise, les deux ne font sens aujourd'hui que s'ils se concèdent à n'être que des moyens, à se considérer comme des moyens et plus du tout comme des finalités. Et sur le bonheur en entreprise, je trouve que la période Covid a eu du bon, c'est qu'on n'en parle plus de cette mode bonheuriste qui tournait parfois aux gadgets et qui consistait à mettre des artifices bonheuristes en tout genre, des baby-foot, des ping-pong, des bocaux de bonbons, des rooftops végétalisés avec des pots de miel, des tomates cerises, etc. Résultat, ça n'a jamais rendu les collaborateurs heureux, on n'a jamais autant parlé de bien-être, il n'y a jamais eu autant de mal-être. Vous regardez les arrêts de travail, donc c'est qu'il y a une erreur d'aiguillage. Et comme le bonheur ne me semble pas être la bonne notion à appréhender dans l'entreprise. Effectivement, on a vite dérivé vers ces artifices, ces gadgets bonheuristes qui n'ont évidemment jamais rendu les collaborateurs heureux. C'est chouette d'avoir un cadre de bureau sympa. Vous êtes dans l'immobilier, je ne vais pas dire le contraire ce soir. Oui, parce que je vais revenir dessus après. Ce n'est pas une source de bien-être, à mon avis, de bonheur en tout cas. Merci Julia. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc, mais on va y revenir. Philippe, est-ce que toi tu ressens aussi justement ces attentes en termes de bien-être, d'autonomie, de quête de sens? Comment est-ce qu'elles s'expriment? Comment est-ce que toi tu les ressens? Alors on rappelle que tu es chez Danone, entreprise à mission d'ailleurs. Oui, tu as raison de le rappeler. Oui. Pas évident de prendre la parole après Julia et Luc. Je vais être plus terre à terre sans doute. En tout cas, je ne vous parlerai pas des grandes religions et du communisme. La question comment on ressent, ou plutôt comment ça se traduit,
Je dirais que, comment c'est exprimé, tu demandais, oui. Ça se traduit aujourd'hui, si je ne parle que de bureau, il y a quand même une forme de tropisme francilien pour le bureau qui plus est, ça se traduit par un retour au bureau très laborieux. On est sur des taux de présence largement, mais très très largement inférieurs à mars 2020, malgré les incantations, malgré le fait que les bureaux soient hospitaliers, malgré le fait qu'on estime qu'on a besoin de se retrouver en collectif. Donc ça traduit un devoir de transformer les bureaux, de les rendre plus attractifs, plus attrayants, avec des services. Ce que je constate, moi je pense que toutes les études se recoupent un peu, c'est que suite à cette histoire de télétravail contraint en mars 2020, je pense qu'il y a 3/3 de population. Il y a un tiers qui s'en est accommodé, qui a une ergonomie à la maison compatible, qui a peut-être aussi la phobie des transports et qui se retrouve très bien en télétravail. Ce tiers-là, comment le faire revenir au bureau, c'est un des sujets. Il y a un 3e tiers qui dit « ouf, on peut entrer au bureau », qui n'avait pas les conditions matérielles pour travailler, le syndrome des devoirs des enfants sur la table à repasser. Bon, ça, c'est un soulagement de pouvoir revenir au bureau. Et puis il y a ce 3e tiers qui est un peu dans le flottement, qui est un petit peu dans l'incertitude. On est tous entourés d'incertitudes encore, mais ce 3e tiers n'est pas sédimenté, il n'est pas encore réglé. Et ce 3e tiers, on a potentiellement pas trop de soucis à le faire venir au bureau le mardi, le jeudi. Mercredi, c'est discutable. Et le lundi et le vendredi, quand il fait ce temps-là, là, pour le coup, ça devient extrêmement compliqué. J'entends des chiffres très très bas, j'entends 10-15% de taux de présence dans les bureaux le vendredi, vous le constatez ? Ça peut arriver. Et je parle pas uniquement pour l'entreprise dont j'anime l'immobilier depuis un quart de siècle, je parle de manière générale, je pense que beaucoup de gens se retrouvent. Et on ne sait pas trop comment on va devoir gérer ce sujet. Est-ce que ça va être de manière ascendante ou descendante ? Les DRH sont dans le flottement, ils sont dans l'incertitude, ils ne savent pas trop comment gérer. Alors on attend éventuellement que les salariés s'expriment. Ils ne s'expriment pas tant que ça, parce qu'on est dans un non-dit finalement qui satisfait pas mal de gens. Est-ce que les IRP vont monter au créneau ? Non plus, parce qu'ils sont sur des soucis aujourd'hui de pouvoir d'achat, entre autres. Donc en fait, on est dans une sorte de flottement. Vous avez un accord de télétravail, j'imagine ? Alors, il a été revu récemment ? Ça s'appelle c'est une autre question, ça. Chez Danone, il me semble, pouvoir en parler avec Manuel qui est dans la salle, on avait déjà un niveau d'organisation managériale, d'organisation des espaces et un niveau, je dirais, de maîtrise de flexibilité. C'est prétentieux, mais un peu péremptoire, mais assez mature. Le télétravail, on en parle depuis 20 ans. Moi, j'ai tombé les cloisons dans la plupart des sièges tertiaires, voire tous, il y a 20 ans aussi. Et puis, on est passé en flex il y a déjà 6-7 ans. Donc, quand on est assez mature, entre guillemets, dans ce genre d'exercice, on a moins besoin de s'adapter dans l'urgence. Donc, pour revenir à la question, l'accord de télétravail a été évidemment corrigé à la marge, mais quelque part, il existait. Donc, fondamentalement, on n'a pas dû retravailler foncièrement le sujet, c'est la question. Ok, merci Philippe. Alors, le point qui fait débat, c'est évidemment les conséquences du développement du télétravail, notamment sur le collectif et sur le lien entre le salarié et l'entreprise. Julia Funès, beaucoup de DRH alertent sur les risques de destruction sur le collectif et sur le lien entre le salarié et l'entreprise. Quel est votre point de vue ? Oui, c'est devenu un slogan depuis 2 ans. Le télétravail empiéterait sur le travail collectif. Il faut distinguer le télétravail pendant le confinement, 5 jours sur 5, et le télétravail en hybridation classique. Moi, je crois exactement l'inverse. Je pense pas du tout... mais c'est devenu un contre-argument très classique, ça devient bien de le dire. Mais au contraire, je pense que le télétravail va renforcer le collectif. Pourquoi ? Parce que, déjà, le présentiel n'a jamais garanti un collectif très fort. C'est pas parce qu'on est en open space ou en flex office les uns à côté des autres qu'on a une force collective inouïe. Deuxièmement, le télétravail n'empêche en rien les moments de retrouvailles et de réunion. C'est pas dans l'essence même du télétravail de ne pas pouvoir se réunir. C'est une complication organisationnelle, une difficulté managériale très forte, mais c'est trop facile d'utiliser le télétravail comme un alibi et de remettre sur le télétravail une difficulté organisationnelle forte. Et troisièmement, je pense au contraire que le fait de virtualiser et de distancer les relations les rend d'autant plus
désirée, efficacement menée et intéressante. Quand on sait qu'on a son collaborateur qu'une fois ou deux par semaine, en général, la réunion, elle est mieux pensée, elle est plus efficace et on a plus d'ardeur à se retrouver. Souvent, les moments, là, en juin, des kick-offs d'entreprise, les gens sont très heureux de se retrouver parce qu'on a été privés les uns des autres. Ce que je dis, c'est vrai en amitié, c'est vrai en amour, malheureusement. Quand on est en présence continuelle les uns à côté des autres, une usure peut se créer. Ah bon ? Il faut se distancer pour se redésirer. Vous savez bien, c'est dans la recherche le narrateur. Oui, ou Proust, quand il est avec Albertine, il ne supporte plus Albertine, il faut que Albertine s'en aille quelques jours pour redésirer Albertine. Je ne fais pas de comparaison avec le monde du travail, mais néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là, et je trouve qu'au contraire, on apprécie la saveur du collectif parce qu'on en a été privé. Et j'en profite juste, si j'ai 2 secondes, pour cette notion de collectif, parce que c'est devenu depuis des années... Vous me parliez de collectif fructueux aussi. Non, pas du tout, ça c'est pas moi. C'est pas mais depuis quelques années... Alors je l'ai lu. Non, c'est pas moi. Et on fait du collectif un idéal absolu. On invente même des concepts inouïs comme intelligence collective. On accole 2 mots qui font bien, mais ça veut rien dire franchement de plus. Et c'est devenu un Graal. C'est devenu quelque chose d'incontestable qu'on ne peut pas critiquer. Sauf que je trouve que l'année Covid a été très éclairante sur les conditions d'un collectif véritable. En plus, le collectif n'est pas un bien en soi. Enfin, l'histoire est truffée de moments collectifs qui sont des abominations humaines. Donc, c'est pas parce qu'on est très nombreux à faire quelque chose que c'est une chose forcément merveilleuse. Mais évidemment que le collectif rehausse l'individuel et qu'on peut rien faire si c'est pas collectivement. Mais à certaines conditions. La première, j'insiste dessus, mais enfin, elle est connue. Mais quand même, parfois, on fait tellement d'un collectif un idéal qu'on l'oublie. C'est que le collectif n'est rien s'il n'est pas sous-tendu ou précédé par un travail individuel fort. Alors c'est ce qui explique que 60% des réunions ne servent strictement à rien, c'est parce que parfois ce travail collectif n'est pas précédé d'un travail individuel rigoureux. Donc on transforme un manque de travail personnel en grand mérite collectif, et le collectif ressemble à de la guimauve, à de la compote, et ça ne sert strictement à rien. Et on sort épuisé de ce genre de réunion parce qu'on ne s'est pas senti actif, justement. Deuxièmement, et ça beaucoup de formations en team building insistent là-dessus, sauf que ça me semble être une condition nécessaire, mais pas suffisante du tout. Beaucoup de ces formations insistent sur le sens. Il faut avoir un sens, une stratégie claire, des objectifs communs pour fédérer des équipes et les emmener dans la même direction. Oui, évidemment, sauf que c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant, parce que vous pouvez avoir une stratégie très claire et beaucoup de gens dans vos équipes se sentent désengagés, démotivés. Donc c'est pas une condition suffisante pour souder vraiment les équipes. Et je trouve que l'année Covid a montré aussi une 3e condition qui me semble essentielle, c'est qu'il n'y a aucune force collective vraiment au sens fort du terme si il n'y a pas la conscientisation pour l'individu d'un risque. Vous prenez tous les grands exemples de collectifs, à chaque fois, ils présupposent la conscientisation d'un risque. Si l'individu n'a pas conscience d'un risque, que ce soit pour sa sécurité physique personnelle ou son intégrité psychologique, c'est très compliqué de lui demander de ressentir la nécessité d'une action commune. C'est même impossible. Quand est-ce que les ouvriers se montrent le plus solidaires ? En général, c'est quand l'usine menace de fermer et qu'ils ont bien conscience pour leur vie personnelle de l'impact. Ah, le risque titillerait le collectif. Mais le risque, ça n'a pas forcément quelque chose de péjoratif, ça peut être une opportunité, ça peut être une menace. Okay. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'on soude véritablement les équipes. Je travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers de Paris, des militaires, des frères d'armes, des frères de feu. Il n'y a pas plus solidaire que ce type de corporation. Pourquoi ? Parce que la mort est une éventualité à chacune de leurs actions ou presque. Donc il y a toujours cette conscience de risque. Et je disais que l'année Covid l'a montré. Je pourrais multiplier les exemples, mais je ne veux pas être trop longue. Vous vous souvenez que lors du premier confinement, on a tous plus ou moins applaudi sur nos balcons le personnel soignant. Il y avait quelque chose de sympathique dans ce geste, mais franchement d'insuffisant. Moi, ça m'a gêné de se retrouver avec un verre de rosé, un ukulélé à applaudir le personnel soignant, alors qu'on sait depuis des années que ce personnel a besoin d'une reconnaissance beaucoup plus forte et de moyens beaucoup plus conséquents. Mais tout d'un coup, élan de solidarité. C'est parce qu'évidemment, on s'est senti touché dans notre sécurité physique personnelle ou dans celle de notre entourage proche qu'on a ressenti la nécessité de l'action commune. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut manager par la peur, c'est pas du tout ce que je dis, mais en tout cas ne pas édulcorer le réel, ne pas noyer toutes les négativités comme le voudrait la psychologie positive pour dire ce qui est et permettre aux individus d'avoir conscience des risques, des opportunités. C'est à mon avis la seule condition d'un collectif, la 3e condition d'un collectif fructueux. Merci Julien. Alors, je vois que le temps avance, j'ai encore 50 questions, donc je pense qu'on va tout à fait être dans le timing. Luc, finalement, est-ce qu'on n'acte pas, avec ce travail hybride, la fin des modèles d'entreprise issus de l'ère industrielle, finalement, florissante du XXe siècle, alors les grands collectifs d'ouvriers, qu'on trouve d'ailleurs même plus vraiment aujourd'hui dans les usines. Est-ce qu'il faut réinventer ce savoir-faire ensemble, en fait ?
Oui, c'est ce que la pandémie a montré. Je voudrais y revenir dans le sillage de ce que disait Julia. Et peut-être vous rappeler une chose qui renforce ce que nous disions d'ailleurs les uns et les autres tout à l'heure. Il y a eu une pandémie déjà en 1968-69 qu'on a oublié, c'était la pandémie de grippe de Hong Kong. Elle a fait 35 000 morts en France et je vous rappelle qu'à l'époque, il n'y avait que 50 millions de Français. Donc par rapport au nombre de Français, on est 67 millions aujourd'hui, c'était déjà considérable. On n'a rien confiné du tout. On n'a pas fait de télétravail, l'idée même de confinement n'est pas apparue. Les écoles sont restées ouvertes, la SNCF, la RATP, aucune entreprise n'a fermé. Et j'ai retrouvé 2 articles du Monde expliquant que c'était une grippette sans aucune espèce d'importance et qu'il ne fallait pas s'affoler. Alors que c'était quand même 5 ou 6 fois la mortalité de la grippe saisonnière. Au début de la pandémie actuelle, en 2019, les médecins de télévision, beaucoup d'entre eux, l'OMS a dit « ne vous affolez pas ». Puis très rapidement, on a vu 10 000 morts, 15 000 morts, 20 000 morts, et on a tout confiné. Et on a vécu, ma maman qui a 97 ans me disait que depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle n'avait jamais rien connu de tel. Voilà. Bon, heureusement, il n'y avait pas les Allemands dans la rue, mais enfin, c'était quand même tout à fait surréaliste. Des blagues sortaient, on essayait de se consoler, on faisait des Zooms et des Google Meet avec les copains ou avec ses enfants, des enfants qui étaient loin en Amérique du Sud. Donc, bon, c'était dur, très sympathique. Il y avait des blagues, il y avait une blague qui m'avait fait marrer parce que vous vous souvenez qu'on se signait des autorisations de sortie, ce qui est quand même surréaliste. Et on avait le droit de se signer une autorisation de sortie pour promener son kleps. Il y avait un mec qui avait dit « Moi, j'ai pas de bol, j'ai une tortue, ça fait 6 heures que je suis dans l'escalier. » ça, voilà. Mais c'était significatif du fait qu'on était dans un monde, au sens propre du terme, surréaliste. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça? Et je le relie au fait que 38 millions d'Américains ont quitté leur travail en 2021 à cause de la pandémie, parce qu'ils se sont mis à réfléchir en se disant « Mais putain, je suis en train de perdre ma vie. » Et donc, j'ai pas envie de perdre ma vie simplement pour la gagner de l'argent, alors que j'ai un métier idiot. Ils sont partis dans les campagnes, ils ont élevé des poules et des lapins, ils ont, oui, ce que disait Julia tout à l'heure, ils ont fait des métiers concrets, manuels, soulevants, mais qui avaient du sens. Bon. Et donc, et en tout cas, pas simplement travailler pour faire autre chose après, pour se reposer après. Et donc, l'effondrement des deux grands récits d'espérance qui permettait de différer le bonheur, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, ça explique cette différence de traitement entre la pandémie de Hong Kong et la pandémie de coronavirus. Quand on n'a qu'une seule vie, quand on ne croit pas à la révolution, quand on ne croit pas à la résurrection de Lazare, le grand message de l'Évangile, le message le plus important de l'Évangile. Vous savez, en grec, Évangile, c'est pas pour faire cuiste, mais souvent on l'oublie. L'Évangile, ça veut simplement dire bonne nouvelle. Euangelia, ça veut dire bonne nouvelle en grec. Et la bonne nouvelle, c'est la nouvelle des retrouvailles après la mort des gens que nous avons aimés. C'est la résurrection de Lazare. Quand on n'y croit plus et qu'on n'a qu'une seule vie, ici et maintenant, alors il ne s'agit pas de la perdre. C'est maintenant qu'il faut être heureux. Et d'où l'idée, encore une fois, que dans le monde du travail, ça change tout. Ça change le rapport au travail de manière absolument colossale. Et c'est ce que la pandémie a montré. Et c'est vrai, ce que disait Julia, je pensais à la phrase, le collectif n'est pas forcément formidable, le fait d'être les uns sur les autres, c'est pas forcément formidable. Ce que le télétravail a permis de découvrir pour un certain nombre de gens, c'est qu'ils pouvaient concilier le travail comme moyen de gagner sa vie avec la vie privée, avec les passions privées. Voilà. Ah oui. Et c'est vrai que être les uns sur les autres en permanence, c'est pas forcément un gage de réussite ou un gage de satisfaction, parce que je pense à la phrase de Montaigne qui disait, en pensant justement à ça, le mariage est une cage ainsi faite que les oiseaux qui sont dehors rêvent d'y rentrer, mais ceux qui sont dedans n'ont qu'une idée, en sortir. C'est assez frappant, parce que quand on est en effet, quand l'être aimé est là en permanence, évidemment, le besoin d'une distance pour retrouver la passion, pour retrouver le désir s'installe. Donc ne croyons pas que le collectif ou le présentiel soit forcément formidable et que le télétravail soit forcément, comme le dit Elon Musk, une catastrophe pour la productivité de l'entreprise. Je vais vous demander après ce que vous avez envie de lui répondre à Elon Musk.
Philippe, comment est-ce que tu vois, toi, ton prix, ce risque de délitement ? Tu me disais que c'était plus problématique dans une entreprise finalement qui était moins processée, ou en tout cas dont les process sont plus spontanés. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Je ne sais plus ce que je t'ai dit, mais effectivement, le télétravail a dû contribuer à épanouir pas mal de gens qui se retrouvaient dans ce mode de fonctionnement. Télétravail, d'ailleurs, ne veut pas dire forcément travailler à la maison au passage. Ça, on n'a plus le temps. Si au moins il reste 9 minutes, on n'a plus le temps. Je regarde le chronomètre, c'est peut-être un défaut, parce que du coup, je suis très inquiet pour toi. On ne peut pas occulter le fait qu'une entreprise, c'est une organisation collective. On ne peut pas l'occulter. C'est une organisation dynamique qui n'est pas que dans la production, qui doit être dans l'interaction et qui doit favoriser le frottement, les échanges, etc. Donc il faut quand même l'encadrer. Et on peut, dans un groupe industriel comme l'autre, qui effectivement n'est pas forcément très processé, contrairement à d'autres manufacturiers, on est beaucoup en mode projet. Le mode projet, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un travail collectif. Et le repli sur soi peut contribuer, me semble-t-il, en tout cas chez nous, peut-être pas dans d'autres professions, effectivement, à nuire, entre guillemets, à l'efficacité collective. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre boulot, là, dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, en tout cas, sur court terme, moyen terme, long terme, c'est de réapprendre à travailler ensemble. Et le mot important dans la phrase, c'est ensemble. Et ça passe par un travail de fond avec des informaticiens, au passage. Hein, on n'a pas le temps de développer non plus, mais tout ce qui a trait aux technologies de l'information, on a fait un saut d'ailleurs dans le futur, grâce finalement à cette histoire de Covid. Les informaticiens, les RH et nous, vous, tout ce qui touche à l'environnement de travail. Pour autant, c'est compliqué de généraliser. On a tendance à vouloir globaliser tout. Je pense que, au-delà du fait que tous les métiers ne sont pas éligibles au télétravail, on oublie quand même de dire que il y a beaucoup d'études là-dessus qui sont à peu près cohérentes. 55%, entre 55 et 60% des emplois en France, pour ne parler que de la France, ne sont pas du tout éligibles au télétravail. On ne va pas retomber dans le clivage col bleu, col blanc, mais enfin en mars 2020, quand on demandait, on se remet dans le contexte, hein, on ne pouvait pas toucher une poignée de porte, quand on demandait aux gens de ne pas de retourner au bureau, en tout cas dans l'agroalimentaire, il fallait continuer à produire de l'alimentation infantile ou clinique, pour ne parler que de ça, parce qu'il ne manquait plus qu'il y ait une pénurie dans ce domaine. Donc je pense que c'est compliqué de globaliser, tout le monde n'est pas éligible au télétravail, et l'entreprise, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de sa taille, en fonction de sa position géographique, c'est vrai qu'il y a des problématiques de transport dans les grandes agglomérations qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs, en fonction de tout un tas de critères qui se conjuguent, c'est compliqué. Donc chacun doit trouver son couloir de nage et chacun doit s'adapter, ce qui rend d'ailleurs l'équation formidable. C'est qu'il n'y a pas de solution standard, me semble-t-il. Tout à fait. Oui, ça, on va y revenir d'ailleurs juste après. Un mot avant, parce que j'ai lancé tout à l'heure le petit débat, mais qu'est-ce que vous répondriez à Elon Musk qui dit qu'aujourd'hui le télétravail il crée des inégalités, notamment entre, par exemple, l'école bleue et l'école blanche, exactement ce que disait Philippe à l'instant? Oui, c'est pas un bon argument. Non, mais je pense, j'ai une réponse d'une grande banalité, c'est qu'il faut panacher simplement télétravail. Quand on est éligible au télétravail, parce que l'entreprise, vous avez raison, c'est du collectif, mais j'irai même plus loin, c'est un lieu de vie. C'est là qu'on trouve ses amis et ses ennemis, sa femme, son mari, son amant, sa maîtresse. On a absolument besoin de ce moment d'intersubjectivité, de collectif. Bon, donc, bon sens, c'est de panacher, voilà. Et donc, je pense que c'est la solution. Mais j'ajoute une chose, parce qu'on en parle peu, quoique, et à mon avis, on ne va pas en parler beaucoup dans les mois qui viennent, parce qu'on va mettre la réforme des retraites sous le boisseau. Vu que le gouvernement, s'il ne veut pas mettre les 60% de nos concitoyens qui ont voté pour des extrêmes qui veulent la retraite à 60 ans, s'il ne veut pas les mettre dehors dans le quart d'heure, il va nous faire de l'écologie et puis du pouvoir d'achat. Ça fâche personne. Mais si j'étais encore aux affaires, puisque moi j'ai fait la réforme de la retraite en 2003 avec Chérec, grâce à Chérec qui a été grandiose, et avec François Fillon, on a passé la durée de cotisation des retraites de 37 ans et demi pour les fonctionnaires à 42 ans. Et il fallait le faire, on ne pouvait pas faire autrement. Ça m'a coûté mon poste. Alors, on avait 65% de grévistes dans l'éducation nationale. Si j'étais aux affaires, et ça touche la question du rapport au travail aujourd'hui, je m'intéresserais à la possibilité de la sortie du travail en sifflet.
Je trouve que c'est idiot, cette rupture où on sort à 64 ans ou 65 ans. En moyenne, aujourd'hui, c'est 63 ans en France. Mais c'est ridicule. On devrait, à partir de, je sais pas, 64, 65 ans, proposer aux gens qui le veulent un mi-temps, un tiers de temps, un 2 tiers de temps. Et j'en parlais l'autre jour avec des gars de la CGT à la SNCF. Je ne sais pas pourquoi, ils étaient gentils avec moi. C'est bizarre d'ailleurs, mais enfin bon, pourquoi pas. Et donc on causait, j'aurais dit, mais si on vous proposait une sortie en sifflet, un mi-temps passé 63 ou 64 ans. Et ils ont dit, mais c'est exactement ça qu'on voudrait. On ne veut pas continuer passer 60 ans, mais sauf si on nous propose un mi-temps. Et donc je pense que là aussi, ça signifie quelque chose sur le panachage télétravail et présentiel. Les gens n'ont pas envie... Ils s'imaginent qu'ils vont s'amuser parce qu'ils vont aller à la pêche et qu'ils vont s'occuper de leur jardin. Mais au bout de 2 ans, ils se font chier comme des rats morts. C'est invivable. Parce que sans le social, on est mort. On a aussi besoin des autres. Voilà. Et donc je pense que moi, si j'étais... je vais parler comme dans les hôpitaux psychiatriques. Si j'étais président de la République, je demanderais à Elisabeth Borne et à... Je ne sais plus qui sera ministre du Travail ou s'il y en a un, mais de faire une vraie proposition absolument nouvelle en termes de sortie en sifflet du travail. Parce que c'est idiot. Moi, j'ai 71 ans, je ne peux pas faire un cours à la Sorbonne. Je donne 150 conférences par an dans le monde entier, mais je ne peux pas être prof à la Sorbonne. C'est ridicule. Alors que vous savez, un prof à la Sorbonne, il a 4h30 de cours par semaine, ça ne va pas le tuer. Bon. Et donc, c'est la réalité. Bon, on est mal payé, mais enfin, on ne travaille pas beaucoup. Et donc, il faut être honnête. Vous savez, quand j'ai commencé prof, j'avais 3 heures, mon service plein, c'était 3 heures par semaine. Hein, j'arrivais le lundi matin à 9h, je partais à midi, je disais bon week-end. Voilà, donc voilà, on peut faire. Voilà, et c'est ridicule. Je pourrais très bien faire un cours en doctorat, j'en ai fait toute ma vie, un cours de 2 heures par semaine. J'ai pas le droit, c'est ridicule. Donc un peu plus de souplesse. Julia, vous voulez rajouter quelque chose sur voilà, cette inégalité, ces inégalités? Oui, parce que souvent, c'est vrai que c'est un des inconvénients du télétravail, c'est l'amplification des inégalités sociales. Mais très souvent, on entend le télétravail génère des nouvelles inégalités sociales. Je crois que c'est un peu réducteur de raisonner comme ça. Et très souvent, on entend le télétravail. En gros, c'est pour les cadres, et puis les autres ne peuvent pas télétravailler. C'est un peu simpliste, parce qu'il y a quand même énormément de métiers qui sont très mal reconnus, très mal rémunérés, qui ne sont pas du tout des métiers de cadre, qui télétravaillent très facilement. Une assistante peut télétravailler, un téléconseiller télétravaille, il y aurait 1000 exemples. En revanche, Mbappé, évidemment, ne va pas télétravailler, un chirurgien esthétique non plus. Donc c'est un peu réducteur de dire, même si dans 2 tiers des cas, c'est vrai. Et on sent très clairement qu'il y a déjà un peu de ressentiment qui se crée entre les gens qui peuvent télétravailler dans les organisations et ceux qui ne le peuvent pas. Mais c'est lié à des différences sectorielles, c'est pas lié à des inégalités sociales. Et pour pallier à ce ressentiment, c'est par les innovations, c'est par l'innovation qu'on va évidemment essayer de diminuer ces inégalités sociales. Je vois dans certaines entreprises, ils ont plus de congés, ils ont plus des formations différentes, etc. Mais néanmoins, ce qui me semble plus juste de dire, c'est que le télétravail amplifie les inégalités sociales, mais qui sont déjà structurellement enquistées dans notre pays. Il ne génère pas de nouvelles inégalités sociales. Oui, voilà, il y avait déjà. Et ça ne fait qu'amplifier. Les enfants qui ne sont pas numériquement outillés se sont trouvés en discontinuité pédagogique plus qu'en continuité pédagogique, les personnes âgées, etc. Donc il amplifie les inégalités sociales, mais la différence vient d'une différence sectorielle. Alors, merci Ali. Il nous reste quelques minutes et je voudrais entendre Philippe sur nos lieux de travail aussi. Qu'est-ce qui deviennent nos lieux de travail? Alors, j'ai bien compris que c'est sympa d'avoir des beaux lieux de travail, hein, c'est mieux que l'inverse, mais que ça fait pas tout, notamment dans le bien-être, dans l'engagement. Vous savez que la France, il y a une étude qui vient de sortir là, de Gallup sur l'engagement des salariés dans le monde. La France est avant-dernière. On est simplement devancé par l'Italie, 4% de taux d'engagement. Nous, on est à 6% quand même. Quant aux États-Unis, en Amérique du Nord, ils sont à 33%, etc. On a quand même un vrai souci de toute façon d'engagement, donc au-delà simplement du bureau. Sur ces lieux de travail, quelle vision tu as, toi, Philippe, des bureaux, de leur utilité dans les mois, les années qui viennent? Comment il faut les faire évoluer? Alors j'aime bien le mot utilité, effectivement. Le bureau résiste. Je dis ça parce qu'en mai 2020, avec 2 mois de recul, il y avait des gens qui nous expliquaient doctement que le bureau était mort et qu'il n'y aurait plus de bureau et que tout le monde serait en télétravail. C'est évidemment chimérique, c'est une utopie. Enfin, c'est une utopie, en tout cas, c'était une erreur. Le bureau résiste. Pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense qu'on a besoin de bureaux. On a besoin de bureaux. Ce bureau doit être un lieu de convergence, un lieu de retrouvailles, ça va être un repère, et les repères nous structurent. Donc, peu importe le taux d'occupation, on a besoin de totems, on a besoin d'endroits où on peut se retrouver au sein de cette fameuse collectivité qu'est l'entreprise. Ça, c'est le point 1.
Ensuite, qu'est-ce que deviendra ce bureau? Plus que jamais, on doit travailler tout ce qui fait son atout. Flexibilité, confort, tout en étant... Alors le métier de l'immobilier, c'est un métier extrêmement complexe, hein, qui croise beaucoup de contradictions, un environnement de plus en plus contraint. Mais si on veut faire revenir les gens un peu au travail, on a le devoir de travailler un peu le côté qualitatif. Et puis, tout ce qui a trait au service et à l'accessibilité. Le bureau évolue aussi en termes de typologie. Si on se projette un petit peu sur le marché locatif de bureaux, sans faire trop technique, je vous rassure, mais je vois opérer un glissement à périmètre ISO. Il n'y a pas un taux de vacances qui a foncièrement augmenté. Donc à périmètre ISO, de locataires qui étaient jusqu'à maintenant des locataires conventionnels, j'en suis un, une grande entreprise, beaucoup de mètres carrés, et c'est ce qui tend d'ailleurs à maîtriser le taux de vacances. Beaucoup de locataires maintenant sont ces fameux opérateurs. On parlait de coworking il y a 2 ans ou 1 an, maintenant on parle de bureaux opérés, c'est plus élégant, ça reste toujours aussi cher, mais c'est plus élégant. Et ces opérateurs viennent prendre à bail pour nous et nous offrent, à vil prix, des services et de la flexibilité. Flexibilité spatio-temporelle, c'est-à-dire à la fois dans l'espace et à la fois dans le temps. Donc ça peut être séduisant, surtout sur des aires urbaines comme la région parisienne. Pour autant, et pour aller à contre-courant de ce qui se disait il y a 2 ans, le bureau n'est pas mort, le bail commercial n'est pas mort, le bureau institutionnel n'est pas mort, et les locataires, comme les grandes entreprises présentes ici ou la mienne, sont toujours actives, à condition qu'on profite de cette histoire de crise sanitaire qui quand même a déstabilisé beaucoup de choses, pour retoiletter le bail commercial dont les fondements datent de Napoléon, je vous rappelle, un code civil, notamment l'article 606, et puis ce fameux décret de 53. Personnellement, ça fait 25 ans que je gère l'immobilier au sein du groupe Danone, ça fait 25 ans que j'entends parler d'un retoilettage du décret de 53. Ouais, tout à fait, ouais. Là, on a une opportunité assez unique, enfin on espère qu'elle sera singulière et unique, pour réunir des législateurs autour de la table, et c'est sans doute nécessaire, en tout cas les institutionnels devront se pencher sur le dossier, si on veut enrayer cette croissance de bureaux opérés. Très bien, merci beaucoup Philippe. Eh bien, c'est sur ces propos que nous allons conclure. J'avais encore plein de questions pour vous, mais bon voilà, on est au bout, on a même dépassé. Encore merci. Merci à Luc Ferry, à Julia de Funès et à Philippe Amiotte. Merci à vous, je vais vous laisser rejoindre votre loge. Voilà, merci encore. On vous applaudit, mais oui, on peut. Merci, mais oui, bah voilà, il essaie de se rattraper après m'avoir balancé quelques vacheries. Ouais. J'ai été ravi de notre échange. J'espère que vous aussi en salle. Il est l'heure maintenant de commencer nos agapes. Je vous souhaite un excellent appétit. Nous nous retrouvons en fin de repas pour une rapide, c'est promis, remise de trophées. À tout à l'heure. Bon appétit.